Et c'est avec Candice Roland, on va parler de la gestion des remplaçants et comment Didier Deschamps excelle. Et oui, gérer les remplaçants, ça commence bien avant la compétition avec un groupe construit donc pour bien vivre ensemble. C'est une constante chez Didier Deschamps, on le sait. Il sélectionne 23 à 26 joueurs pour performer, mais aussi pour bien vivre ensemble pendant presque 2 mois. En sachant que vous pouvez avoir au moins 3-4 joueurs qui ne jouent pas, même si ce sont tous des bons gars, le critère humain d'être ensemble de longues semaines, depuis la préparation, H24 ensemble, forcément c'est aussi des éléments importants dans mes décisions. Choisir, c'est renoncer, mais certainement pas, en tout cas, à l'atmosphère positive. Peut-être parfois un peu de talent, mais Didier Deschamps, eh bien, en tout cas, ce n'est pas du blabla. Très clair, c'est très vite avec lui la hiérarchie qui s'installe et qui s'éclaircit. S'il a pu avoir des incertitudes parfois au début des Coupes du Monde, au fur et à mesure de la compétition, ça devient bien plus limpide. Regardez en 2018, la composition à partir des 8e de finale, finalement, peu de changements sur les derniers matchs. Regardez ce 11 de départ. Tout le monde a joué les 4 matchs, sauf Blaise Matuidi, seulement 3, mais il était suspendu face à l'Uruguay. Et puis en 2022, même topo, Rabiot et Upamecano sont les seuls à ne pas avoir joué les 4 matchs, donc couperés. Ils ont raté un match car ils étaient malades. Les titulaires sont donc identifiés, les remplaçants aussi, et les autres. Alors voilà, quelques minutes par-ci, par-là, mais des joueurs qui jouent malgré tout sur les 4 Coupes du Monde qu'aura mené Didier Deschamps. On va voir que, il y a un gros pourcentage de joueurs qui auront joué des minutes. Ils étaient 83% à avoir joué en 2014, ça fait quand même 4 sur le banc et ils y sont restés. Beaucoup plus en 2018 et en 2022. Seul Areola, par exemple, en 2022 n'a pas joué. Et puis cette année, 81% peut-être, mais la compétition évidemment est encore très très loin d'être terminée. Ils sont 5 joueurs à ne pas avoir joué encore, mais dont 2 gardiens et ils ne comptent aucune minute. En tout cas, Didier Deschamps, lui, fait l'unanimité sur un point. Il est le roi du management, qualité reconnue par ses joueurs et parfois enviée par ses pairs. Regardez quelques déclarations, notamment d'Antoine Griezmann en 2018. Il a 23 joueurs, il doit essayer de tous les gérer. On est un peu égoïste, on veut jouer toutes les minutes. C'est difficile pour l'entraîneur. Guy Stéphane, lui, en début de compétition cette année, Didier échange beaucoup avec les joueurs pour créer une connexion. Cela lui permet aussi de poser un cadre clair. Il connaît par cœur la dynamique d'investir. Et puis les adversaires sont conquis. Et Mers Faé, le sélectionneur ivoirien, s'exprimait avant le match de préparation début juin. Il arrive à gérer son équipe, à la manager selon les profils. C'est une qualité que j'aimerais lui prendre. Aujourd'hui, Mers Faé aimerait sûrement lui prendre le billet en 8e de finale. Parce que Didier Deschamps, c'est avant tout Dédé Lawine, un sélectionneur 3 étoiles. Merci beaucoup, Candice Roland. Merci beaucoup. Vika, je viens vous voir juste après. Ouais. Olivier, vous avez vécu une Coupe du Monde. C'était en 1978, en Argentine. Expliquez-nous tout simplement à quel point c'est crucial que ça se passe bien dans le groupe. Ah ben c'est primordial, puisque de toute façon, à partir du moment où vous êtes tous ensemble pour une période qui commence avec la préparation qui dure, alors nous c'était beaucoup plus court, mais qui dure déjà une dizaine de jours auparavant, et commencer à avoir... encore qu'à l'époque, les relations entre les plus âgés, les plus jeunes étaient peut-être différentes que celles qu'on a à l'heure actuelle avec les générations n'étaient pas les mêmes. Mais il y a se mettre dans le groupe, à comprendre comment fonctionne le groupe, parce que c'est important. Et puis ensuite, il faut être prêt, il faut accepter, il faut discuter. Et ce qui est surtout très important, et là, je pense que nous, on avait un grand sélectionneur qui s'appelait Michel Hidalgo, qui avait cette faculté absolument extraordinaire, et on l'a ressenti, et c'est comme Didier, c'est exactement la même chose, on l'a ressenti dans les phases de préparation, dans les phases de qualification, il vous parlait tout le temps. Et il arrivait à te mettre la tête dans le bon sens, et il était ouvert à tout, et il savait totalement gérer son groupe, ce que fait certainement très très bien Didier Deschamps. Mais c'était exactement le même principe, et tout le monde était concerné. Alors nous, on avait moins de matchs bien sûr, mais tout le monde était concerné. Moi, je savais que j'étais pris en équipe de France, je savais que j'allais être remplaçant, et c'était pas un problème. Et Michel Hidalgo m'a expliqué clairement la situation, j'étais le plus heureux des mecs, et ça s'est passé bien, ça t'empêchait pas de jouer et de te sentir très très bien dans le groupe. Après, il faut pas oublier non plus que, et c'est dans tous les groupes, il y a ceux qui d'instinct se trouvent bien ensemble, et puis ceux qui ont un petit peu plus de mal. Bien sûr. Nous, je me rappelle, il fallait juste gérer
parce qu'à l'époque, c'était Saint-Étienne et le FC Nantes. Donc il fallait gérer parce qu'il y avait beaucoup de Stéphanois et beaucoup de Nantais. Mais bon, ça se passait très bien parce que les mecs sont intelligents. Vikash, vous avez connu la Coupe du Monde de 2006, vous avez joué quelques minutes lors des 2 premiers matchs, ensuite il n'y a plus de temps de jeu. Comment est-ce qu'on gère en fait? Qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la satisfaction d'être là, de vivre une aventure de fou? Ou c'est quand même la frustration? Mince, je suis joueur de foot, j'ai envie d'y être, quoi. C'est un mélange des deux. Et moi, aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû plus profiter du moment que je vivais. Et si c'était à refaire, j'aurais beaucoup plus de gratitude, ce dont tu viens de parler. J'aurais kiffé plus avec tout le monde et j'aurais moins passé de temps à être frustré de ne pas jouer. Parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup ruminé quand même? Un peu, ouais, mais parce que le temps est très long. Parce que plus ça va, moins tu as joué et plus tu espères jouer. Enfin, il y a un truc qui est super bizarre. Et en même temps, moi, je crois que... Le rôle du sélectionneur, il n'est pas si dur que ça. Parce qu'honnêtement, alors déjà aujourd'hui, il y a 5 remplacements possibles pendant un match. Donc il peut faire jouer 16 joueurs. Nous, c'était que 3 joueurs. Il prend 26 joueurs et pas 23. Mais à partir du moment où tu gagnes et les matchs à élimination directe, la dynamique, elle est partie. Et celui qui ne joue pas, il ne peut plus se plaindre. C'est fini. Et on sait très bien, nous, ça a été la même équipe à partir des 8e de finale. Et après, les joueurs qui rentraient, donc 3 joueurs qui ont été plus ou moins les mêmes. Et je trouve que, moi, j'ai eu Raymond Domenech qui a été mon sélectionneur. Je trouve qu'il a bien géré ce truc-là parce que nous, on n'a jamais lâché. Ceux qui ne jouaient pas, on a toujours été dans le coup pour... je veux dire, si l'un d'entre nous lâche, c'est foutu. Et c'est à peine le cas. Donc les 23 joueurs ont pu aller jusqu'au bout. On a été là comme des soutiens aussi. Et puis on était prêts à jouer. Et quand on a pu jouer, apporter quelque chose, on l'a fait. Ouais. Il y a certainement une vraie différence, et tu l'as dit, il y a certainement une vraie différence des joueurs comme moi de ma génération et les joueurs de maintenant. Nous, je pense que ce que tu l'as dit, nous, on profitait à fond. Ouais. Parce qu'en plus, il faut rappeler, c'est toujours pareil, hein, nous, on est en 78, et en 78, l'Argentine, ça te paraît à l'autre bout du monde. Bien sûr. La connexion, elle n'est pas facile. C'est un pays que, si on n'était pas allé un an auparavant, on ne connaissait pas. Ouais, bien sûr. Là, maintenant, tu connais tout avec tout ce qui est possible, etc. Donc, c'est vrai que nous, vraiment, ça, je peux vous assurer, tous les joueurs qui étaient, on l'a avalé, cette Coupe du Monde. On en a profité du bout de pied jusqu'au dernier bout de cheveux. Non, mais c'était important. Et justement, il y en a un qui en a profité en 2018, c'est Adil Rami, champion du monde, en n'ayant joué aucune minute sur la compétition. Mais dans le vestiaire des Bleus, Didier Deschamps lui avait confié un rôle primordial. Bien plus qu'un spectateur, c'était un relais, un fédérateur, un homme chargé de maintenir évidemment la bonne humeur. On a eu quelques anecdotes de ça, mais aussi de faire le lien entre tous les joueurs, un rôle assumé et surtout valorisé par Didier Deschamps. Adil Rami l'a lui-même raconté après le sacre. Je vous jure que c'est comme si j'avais joué chaque match. Tu puises mentalement, vous ne pouvez pas l'imaginer. Au point que Didier Deschamps était même allé s'excuser de ne pas l'avoir fait entrer une seule minute. Mais pour Adil Rami, c'était devenu une anecdote célèbre. Il expliquait, mais non, mais coach, il ne faut surtout pas s'excuser. Je n'ai pas le niveau, donc c'est bien normal. Voilà, toujours avec l'humour d'Adil Rami, de rappeler que l'intérêt du groupe passe avant tout. Mais voilà, pour Didier Deschamps, un remplaçant n'est jamais un garçon dans un coin. C'est un rouage du collectif avant tout. On a notre envoyé spécial auprès de l'équipe de France, Giovanni Castaldi, avec Jérémy Janingro aux États-Unis. Alors, Gio, la question, elle est toute simple. Didier Deschamps, comment est-ce qu'il gère son groupe à l'intérieur ? On a souvent réduit Didier Deschamps quand même au management humain, mais pour des compétitions aussi longues et parfois aussi pénibles sur l'aspect logistique et humain, voilà, c'est quand même une qualité essentielle. Et on le voit d'ailleurs à l'entraînement sur toutes les séquences qu'on a. Il parle bien sûr à ses joueurs stars avec Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé en premier lieu. Il y a beaucoup d'instants de complicité, mais il n'oublie jamais également de donner des consignes, de donner de l'intérêt. C'est souvent le cas en fait sur les entraînements à J+1 où il y a une opposition très intense entre les joueurs qui sont remplaçants. On le voit sans cesse avec Ryan Cherki, avec Malo Gusto, avec Maxence Lacroix, avec Manu Koné. Voilà, avoir des mots, être dans la rigueur en fait, l'exigence, pas dire je vais vous faire un petit câlin parce que vous jouez pas. Il leur donne une vraie considération sur le plan technique, sur le plan humain. C'est très complet et on sent très clairement que c'est un aspect que le staff maîtrise à la perfection. Et il ne faut pas oublier dans ce rôle-là non plus Guy Stéphane qui est un précieux adjoint. Et toujours très précieux évidemment d'avoir ce genre d'informations. Karim, là justement, Gio disait que le coach s'adaptait aussi, les générations, etc. Prenait le temps pour chacun.
Moi, j'ai l'impression aussi que depuis 14 ans, il a aussi créé un cadre, on va dire, suffisamment puissant avec l'équipe de France au-dessus de tout, qui fait qu'en fait, même un joueur frustré, on va dire, jamais il osera le dire et montrer quoi que ce soit. Sinon, il sait que même son histoire en équipe de France, elle est terminée. Ben oui, parce qu'il y a des jurisprudences, vous avez raison de le rappeler. Il y a des joueurs qui avaient le niveau équipe de France et qui ont eu très peu de sélection. Sous l'ère Deschamps, on pense à Alexandre Lacazette. Bien sûr. Le débat est revenu année après année. Il était parmi les meilleurs buteurs d'Arsenal. En France, il est revenu, il mettait but sur but, il mettait plus de 20 buts à chaque fois. Capitaine de Lyon, il aurait mérité d'être dans ce groupe. Il a maintenu sa confiance à un joueur comme Giroud, qui était remplaçant dans les différents clubs dans lesquels il évoluait, en Angleterre, Arsenal ou Chelsea. Et la suite lui a donné raison. De toute façon, vous ne pouvez pas contester un entraîneur qui gagne. Un entraîneur, un sélectionneur qui a des résultats, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Personne n'ira lui dire ben non, tu as fait de mauvais choix. Quand il était défensif et on en a parlé tout à l'heure en off avec Olivier, il met Matuidi ailier gauche, il gagne la Coupe du Monde comme ça. Donc vous ne pouvez pas aller dire à Deschamps non, mais là où tu te trompes. Lui, il ne prenait pas les meilleurs joueurs. Il prenait le meilleur groupe à chaque fois pour les compétitions. Et même si on remonte en arrière, sa période à Monaco, sa période à Marseille, Monaco, pour connaître un peu ces histoires-là de Deschamps dans ces clubs-là, Édouard Cissé, qui n'était pas tout le temps titulaire avec l'AS Monaco, avait un regard d'amour pour son entraîneur parce qu'il trouvait qu'il gérait parfaitement son groupe. Et ça a été la même chose à Marseille avec Mathieu Valbuena au début. Il ne voulait pas de Valbuena, il l'avait complètement écarté du groupe et ça a été l'un de ses meilleurs joueurs qui lui a permis derrière d'être champion de France. Parce qu'il a ce truc-là, Deschamps, de concerner tout le monde à tout moment et de faire appel à un joueur qu'il avait pourtant mis de côté pendant pas mal de temps. C'est sa grande force en fait. Ça, c'est du management que tu peux retrouver même en entreprise, dans une société. Et on s'attend tous à avoir un bon manager dans tous les cas. Il y a aussi une question de communication où effectivement, dès l'instant que tu expliques que la copie est claire pour tout le monde sur le temps de jeu, etc., je trouve que déjà, ça met une bonne posture. Moi, j'ai douté de Deschamps sur le management, pas tant le coaching sportif, mais le management des joueurs sur l'Euro 2024. Désolée, je reviens beaucoup sur l'Euro 2024, mais moi, ça m'a marqué. Pour moi, ça a été une cassure entre les Bleus et Deschamps. Et je doutais du coup avec cette Coupe du Monde en me disant, les profils sont jeunes. Il y a des joueurs stratosphériques avec des égos stratosphériques. Est-ce que, en fait, la patte Deschamps, en termes de management, ça va toujours marcher là ? Mais qu'est-ce qui vous a fait douter précisément ? Parce que j'avais l'impression que le groupe ne se comprenait plus. Okay. Il y avait eu en plus les histoires de Capitana entre Mbappé et Griezmann, des choses qui avant chez les Bleus on n'avait pas en fait. Parce que c'était un groupe solide, on sortait de 2018, c'était génial, on parlait de l'extincteur, tout le monde était très content. Et en fait, bim, après on est retombé sur des problèmes de groupe qui, à mon sens, étaient partis à l'époque. Pour régler son problème de management et le problème d'ego, il a donné les clés à Mbappé. Il a dit c'est lui le boss, c'est lui le patron. Il a tout joué pour lui, même si Olysée est brillant. Mais quand c'est brillant, c'est clair, c'est toujours clair. Plus facile. Et là, malgré le triplé de Dembélé, ça reste Mbappé le boss et Dembélé qui est au service de lui. Mais il l'appelle le chef, le groupe. Ouais, non, mais tout le collectif bleu appelle Mbappé le chef. Il a choisi. De toute façon, il n'y a pas de possibilité que ça change. Tant que ça marche, de toute façon, c'est tout ce qui nous intéresse.